Maness, bienvenue dans Click, première télévision. Première télévision. On espère que les prochaines emboîteront le pas parce que vous êtes un artiste incontournable à Marseille. Nouvel album Mistral, sorti le 3 avril, avec sur l'album Alonso, Lacrim, Ornette La Frappe et Da Uzi. Si vous ne connaissez pas Soso Maness, comment le présenter aux gens? Soso Maness, c'est un rappeur de Marseille. Qui parle de lui à la troisième personne. Voilà. Très attaché à sa ville et à l'authenticité de sa ville. Parcours très bizarre, on va dire. Mais finalement, avec l'envie, la détermination, on arrive à faire de grandes choses. Première télé chez Click. Elle est belle, la vie. On regarde le clip du morceau Le sang appelle le sang et on va vous raconter l'histoire incroyable de Soso Maness. La guerre appelle la guerre, le sang appelle le sang. Et je suis dans mon coin, j'attends mon tour. Mais si ça vient pas, je vais les agresser. Tu connais le vécu, tu connais le parcours. Toi, tu payes impôt sur crédibilité. Je suis en bas du four par nécessité. J'ai quadrillé la terre, c'est ses alentours. Et je vais rien te pousser, arrête d'insister. Tu vas pas me payer, je vais te faire par amour. Soso Maness, l'album Mistral, je l'espère pour vous, Mistral gagnant. Vous êtes rentré sur la musique du morceau Bad Boy de Marseille. Est-ce que ça vous va, le Bad Boy de Marseille? Le Bad Boy de Marseille, j'aime beaucoup. Ouais. C'est surtout un classique du rap français, ce track-là. Un Bad Boy qui essaye de se repentir. Mon premier album, il s'appelle Rescapé. Et dans la chance, dans la vie, quand on est rescapé et quand on est intelligent, on est dans la rédemption. Voilà, quand on a la chance d'être rescapé de quelque chose, vaut mieux être dans la rédemption. Et vous êtes aussi dans la transmission. Quand on écoute le message de Soso Maness, vous racontez votre histoire qui est cruelle, qui est crue. Mais c'est surtout parce que vous faites partie des seuls que les jeunes écoutent, en fait. On a l'impression qu'il n'y a que des gens comme vous, avec ce vécu-là, que les jeunes écoutent. C'est compliqué d'essayer d'avoir une audience et de donner de bons conseils à des jeunes. J'ai des membres de ma famille, moi, qui sont en détention. Donc comment expliquer à des millions de personnes de ne pas faire de bêtises et que moi, j'en suis affecté directement par mes proches. Donc c'est très compliqué d'essayer de donner une bonne image et une bonne façon de voir les choses et que les gens m'écoutent. Voilà, c'est ça. Vous vous appelez Sofiane Mansour, vous êtes très mystérieux sur votre âge. Ouais, parce que j'ai envie de plaire à tout le monde de 7 à 77 ans. Non, mais si on réfléchit un peu, on trouve. Laisse-moi kiffer un peu. Vous avez grandi dans les quartiers nord de Marseille, vous les avez filmés, ces quartiers, Yann Arthus Bertrand. Vous dites que vous sortez des ténèbres. Vers l'âge de 11 ans, vous commencez à rapper et vous croisez la route d'un collectif légendaire, la Mafia Quinfri. En 2000, vous enregistrez votre premier titre qui s'appelait La Relève sur le groupe mythique Intouchable. Vous préférez la rue aux études, vous arrêtez l'école en 3e. Ouais. Comment s'est passée cette décision d'arrêter? Au fait, j'ai la chance. Quand je suis en 3e, j'ai des très bonnes notes. Je vais en seconde générale. Voilà, brevet des collèges, ça se passe super bien pour moi. Mais quand je commence à fréquenter la rue, je tombe vraiment amoureux de la rue. Pas du côté négatif que je vois 10 ans plus tard, mais dans l'instant, je suis charmé et je donne ma vie à la rue, vraiment. Vous avez fait plusieurs séjours en prison à cause de trafic de stupes. Vous avez trouvé la rédemption avec la musique et vous dites que le rap vous a sauvé la vie. Bien sûr, le rap m'a sauvé la vie. J'ai perdu peut-être une trentaine d'amis, moi, dans la guerre des gangs. C'est réel, c'est Marseille, c'est les quartiers nord. Et si aujourd'hui, je peux, par rapport à mon vécu, éviter quelques cases dangereuses aux petits jeunes, ben j'en serai le plus fier. De 2016 à 2017, vous faites un séjour en prison et à votre sortie, vous signez chez Sony Music. Vous enregistrez l'album Rescapé qui sortira 2 ans plus tard. Et début 2019, vous êtes condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis pour fait d'achat, de détention et vente de stupéfiants qui remonte à 2015. Ouais. Le vendredi 8 mars 2019, vous devez vous présenter à la prison des Baumettes. Vous n'y allez pas parce que c'était le jour de la promo de votre album. Ouais, voilà, c'était plus important pour moi. Je me disais qu'il fallait bien promotionner son projet au cas où, si fallait retourner en détention, que je fasse une bonne promo. Bon, finalement, j'ai le meilleur avocat de Miami et il m'a aménagé la peine. Vous avez dit, Soso Maness, que vous avez enterré plus d'une trentaine d'amis. Ouais. Vous avez autour de cette table des gens qui parlent de la cause des femmes. Et vous parlez également des femmes dans les quartiers, des mères qui ont enterré leurs enfants. Ouais, c'est
faut savoir ce que c'est que de consoler une maman qui a perdu son fils et qui habite encore dans le même quartier. C'est-à-dire que tous les matins, quand elle descend, elle va se rappeler que son fils, il jouait au foot là, il a conduit sa première voiture là, etc. etc. Et c'est vraiment terrible, c'est triste. C'est triste ce qui nous arrive dans les quartiers nord. Moi, je prie tous les jours pour la paix et j'espère qu'elle va y arriver. Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en musique? Parce que Ben, vous êtes un artiste, vous êtes Ouais. un musicien. On n'est pas en train de recevoir quelqu'un qui vient nous raconter son casier judiciaire. Ici, c'est Ouais. pas un procès. Comme souvent, lorsque les rappeurs sont à la télévision, nous, on reçoit un artiste qui vient parler de musique. Comment est-ce qu'on met ça, cette vie-là, cette douleur en musique? Ben, c'est une sorte de thérapie pour moi. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'en parler au maximum de personnes possible. Et ça vient beaucoup plus naturellement pour moi parce que c'est ma vraie vie, je ne l'invente pas. C'est real. Il y a, on parlait tout à l'heure du collectif Mafia qu'un Free, ils avaient une rime, c'était « Nous, ce qu'on fait, c'est pour ceux qui n'ont pas Internet, qui regardent les faits divers de leur fenêtre Ouais. ». Ça vous a parlé, cette rime? Moi, je suis de la génération quand même beaucoup Internet. C'était en 2000, il y avait la DSL, c'était chaud, là. Nous, on est tous connectés. Non, c'est Marseille, c'est une ville que j'aime beaucoup, mais malheureusement, c'est tentaculaire, voilà. Quand Marseille décide de prendre... le côté de Marseille dont je vous parle décide de vous prendre dans ses bras, c'est très difficile de s'y échapper. Qu'est-ce que vous avez à dire à un jeune qui a 13, 14 ans, qui nous regarde, qui peut être tenté par la rue? C'est fou parce que maintenant, je mène beaucoup d'actions. C'est important pour moi d'aller dans les écoles de seconde chance, etc. Pour moi, il ne faut pas barrer... il faut pas que j'aille en détention expliquer aux gars, leur donner des conseils pour la réinsertion. Le but, c'est de barrer le chemin à la détention. Le travail, il se fait là. Il ne se fait pas arriver à la détention. Et qu'est-ce que je peux leur dire? Que tous mes amis avec lesquels j'ai grandi, qui ont réussi, qui ont acheté des maisons, des villas et des belles voitures, mais c'est des gars qui ont fait des études à l'heure d'aujourd'hui. Et que la vie, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Il y a un endroit qui a compté dans votre vie, c'est les Baumettes. Ouais. Vous dites que votre père y était déjà allé. 1957, ouais. Pourquoi? C'était un activiste du FLN à l'époque. Ensuite, mon frère voilà, beaucoup de détention quand même. Fallait que je voie, moi aussi. Est-ce que là, vous pensez que c'est derrière vous, tout ça, Oui, avec la c'est musique? derrière moi. Mais même quand j'étais en détention, moi, j'ai pris ça à chaque fois comme une chance. Pour moi, c'était... j'ai voulu m'élever intellectuellement. Et je savais que l'évolution sociale, elle venait de l'évolution intellectuelle. Et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, j'ai appris l'anglais. Voilà, le but était de sortir moins con, plus intelligent que quand on est rentré à chaque fois. Un documentaire vient de sortir au cinéma, ça s'appelle Des Hommes, et ça raconte le quotidien de cette prison, les Baumettes. Bon courage. Vous m'avez parlé un petit peu brièvement de votre maman, là. Je me suis dit, comme avant elle travaillait dans la police et tout, je me suis dit je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça au moins elle va attendre parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre. Et c'est ce qu'elle a fait, quoi. Vous êtes une personne vulnérable. Vous êtes fragile. On s'en prend facilement à vous. Enfin bon, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus, hein. Non, après, j'ai Sinon, pas vous dit ne seriez ça. pas là. Ouais. La dernière fois que j'ai vidé la douche, je tape, y'a pas un morceau qui tombe en bas au rez-de-chaussée, un morceau de pierre. Elle est en train de s'effriter, la prison. Et qu'est-ce que tu as, mon pote? Moi, je vendais du shit, fais où je suis? Retour vers le passé, ça n'existe pas. Non, vous pouvez plus changer ce qui s'est fait. Eh oui. Soso, une réaction? Mais j'en connaissais un, là, à l'intérieur. Mais au fait, il faut comprendre qu'en prison, il y a plusieurs classes sociales, c'est réel. C'est-à-dire que moi, en détention, j'étais bien, tu vois, malheureusement. Et même les surveillants, dans leur travail, ils devraient plus être proches des personnes qui n'ont pas de pécule, qui n'ont pas de mandat, parce que c'est eux qui galèrent. Il y a du racisme social en prison. Et ça, on le sait. On a des très bonnes cellules. Les gars qui ont de l'argent, ils ont des très bonnes cellules, des téléphones, etc. Et les personnes qui galèrent, c'est Guantanamo pour eux, vraiment. On a le droit d'avoir un téléphone si on a de l'argent? Non, on n'a pas le droit, mais si c'est en prison, il y a tout. Voilà, du moment qu'on a de l'argent, on surfe. Très bien. Très bien. Dans votre rap, dans votre musique, il y a des références à votre vie, à votre vécu, mais également à des personnages qui ont existé. En 2014,
avec Jul, qui est devenu, je crois, le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Vous avez enregistré un morceau qui s'appelait Totorina. Émilie, c'était qui Totorina ? C'était le numéro 1 du clan des Corleone. Le Corleone, c'est un village qui est pas très loin de Palerme, en Sicile. Et Salvatore Rina était aussi surnommé le parrain des parrains, le dernier boss de la Cosa Nostra ou encore le fauve. C'est un surnom qui laisse très clairement deviner sa cruauté sanguinaire. En fait, c'est quelqu'un qui a commis des assassinats très très jeunes, très très tôt, à l'âge de 19 ans. Il ne va plus s'arrêter ensuite. La guerre des mafias, il faut le rappeler, dans les années 80, elle a fait presque 1 millier de morts au sein de Cosa Nostra. Et lui, il avait une technique un peu particulière, c'est-à-dire que ses prédécesseurs ont fait en sorte de rester assez discrets au point de vue des autorités. Lui, c'était plutôt le contraire, en fait. Il a ordonné le meurtre de juges, de policiers, de procureurs, dans le but de terrifier et de faire pression sur les autorités. Il aura quand même réussi à rester en cavale pendant 24 ans, avant d'être arrêté en 1993. Regardez un extrait du JT de l'époque. Salvatore Rina, 62 ans, dit Toto, une légende vivante. C'est lui qui a inspiré le personnage de Marlon Brando dans Le Parrain. Toto était l'homme le plus recherché d'Italie, condamné plusieurs fois à la détention à vie pour avoir commandité plus de 150 meurtres. Entouré, dit-on, d'espions internes, sans respect pour les codes d'honneur. Un homme de terreur, soucieux d'efficacité avant tout, au point d'être contesté dans les derniers temps et même, dit-on, dénoncé. C'est ce qui expliquerait cette arrestation presque tranquille, ici, en plein Palerme, à un barrage routier, alors qu'il était au volant de sa voiture blindée, munie de faux papiers. C'est le revers le plus important subi par la mafia depuis longtemps. Pourquoi avoir consacré un morceau à Totorina ? Non, en fait, dans mon morceau, je dis mental Totorina. C'est complètement différent. Il faut savoir que Totorina, dans son histoire, son père, après la Seconde Guerre mondiale, il trouve une bombe oubliée par les Américains en Italie. Et son père décide de récupérer la poudre qu'il y a dans la bombe pour pouvoir la vendre au marché. Malheureusement, la bombe, elle explose. Et Totorina, il perd son père devant ses yeux. Et quand il parle à son associé Provenzano, il lui dit « Mon père, il n'est pas mort à cause d'une bombe américaine, il est mort de faim. » Et c'est pour ça qu'il est devenu autant cruel et voilà, un affamé. Ce que je veux dire, c'est que utiliser des modèles aussi négatifs pour le changer en positif, parce que vous êtes un artiste, ouais. Donc la musique, c'est un acte positif. Est-ce que c'est quelque chose qui parle aux jeunes, en fait ? Est-ce qu'on est obligé de prendre ce genre de modèle ? Non, mais il faut comprendre que quand je fais ce track-là, je ne suis pas dans ma vraie réalité que j'ai maintenant. Quand je fais ce morceau-là, je suis encore à fond dans le trafic. Hein. Très, très fort. Donc je le prends en modèle, vraiment. Mais ce n'est pas un modèle, je le sais très bien. Pablo Escobar non plus. Je le sais qu'avec le temps, il vaut mieux prendre d'autres modèles comme Zidane, par exemple, ou d'autres personnes. Est-ce que Sosomanes, c'est un modèle aujourd'hui ? Non, non, pas encore. Je pense pas. Le jour où je ferai ma bibliothèque dans les quartiers nord, ouais. Là, je serai un modèle. C'est ça le projet ? Ouais, c'est ça le projet de ma vie. La plus grande bibliothèque de Marseille dans les quartiers nord. Bah, on a le même projet, moi je veux le faire à Noisy-le-Sec dans ma ville. Ouais, mais c'est beau. Bah, on va se parler. C'est beau. Il y a un Arthus Bertrand, vous en êtes ? Mais bien sûr, nous on a une bibliothèque aussi dans les... Le doyon. Évidemment, je lisais un truc tellement intéressant il y a peu de temps, parce que le rap, normalement, ça vient de rhythm and poetry, rythme et poésie, et c'est vrai que quand l'avènement du clip est arrivé dans les années 70-80, les mots ont disparu du rock, de la folk, et les seuls qui ont pris les mots, c'était ceux qui faisaient du rap. Et pour moi, c'est de la poésie, littéralement. Et je pense que quand on vit de la violence, la seule réponse à ça, c'est d'avoir des mots, et des mots violents, souvent, mais des mots qui nous sauvent. Et donc la poésie, s'il y a un endroit où il devrait y avoir de la poésie, c'est effectivement dans ces endroits-là, bien plus que dans les beaux quartiers où les gens, de toute façon, ne savent pas quoi en faire de la poésie. Quand on écoute l'album Mistral de Sosomanes, on se pose une question, c'est à quelle heure les mots viennent dans votre tête, en fait ? Dans quel état est-ce que vous êtes pour écrire ? Qu'est-ce qui se passe ? J'écris souvent chez moi, sur mon lit, parce que j'ai l'impression d'être protégé dans... Il peut rien m'arriver. Et j'ai souvent l'inspiration quand je suis chez moi. Jamais en studio, jamais en voiture, tout le temps à la maison, sous ma couverture. J'ai l'impression d'être protégé par quelque chose et là me vient l'inspiration très rapidement. En tout cas, j'aimerais qu'on félicite vos cheveux et qu'on regarde ensemble une vidéo, parce que j'ai besoin d'une petite explication, Sosomanes. On est en direct du Hilton à Istanbul pour une greffe de cheveux. On a su me rassurer et me mettre en confiance sur la greffe capillaire qui commençait à devenir un handicap pour moi parce que la calvitie est en marche, quoi. Tu connais. Quel kiff. C'était un placement de produit. Pendant une semaine, j'étais à Istanbul et... Là, vous avez donné de votre personne, là. Ouais, j'ai donné de ma personne, ouais. En fait, j'avais... petit syndrome de Vegeta, je sais pas qui c'est, Vegeta. Personnage de Dragon Ball, voilà. qui a une calebasse. Ouais. Une calebasse.
Et voilà, avec les outils de notre époque, on a pu rectifier ce petit problème-là. Vous avez peur de la calvitie? Ça faisait chelou, hein. Ouais. Ça faisait chelou, la calvitie. Non, j'étais pas prêt pour ça, pas encore. Qu'est-ce qui fait le plus mal dans la vie, Sosomanes? C'est une peine de prison ou une peine de cœur? Les implants capillaires, en fait. Mais une peine de cœur. Ouais. Waouh, une peine de cœur, on s'y remet pas. Et les gars qui ont des peines de cœur et qui se retrouvent en prison à cause d'une peine de cœur, alors n'en parlons pas. Voilà, mais une peine de cœur, c'est dur. Moi, j'ai ma femme, je l'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Et quand on s'est séparés, c'était vraiment, vraiment dur. Mais je suis me battre, elle est là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais.